Jardin, forêt, donc ça, tu as l'aspect sauvage, forestier, multi-étagé, mais c'est surtout une collection botanique. C'est pas, on ne peut pas prôner et aller vers le milieu professionnel de dire ouais, on va faire un jardin à forêt, ça va être génial, vous allez casser votre croûte, vous allez pouvoir amener les gens en saison de récolte et ça va être top, tu vas produire à bloc, il faut qu'on arrête ça. Pour moi, ça ne l'est pas, quoi. Ça, c'est l'agroforesterie ou les vergers multi-étagés. Et encore, il faut faire attention à ce qu'on met. Et ce n'est pas l'achat d'une voiture électrique qui est le grand changement, c'est la plantation des arbres. Ouais. Et ça, c'est toute cette réflexion de faire quelque chose qui est propre à toi et unique. Arrêter de se comparer aux autres. Et de faire CTRL-C, CTRL-V. Ce qui est un peu inhérent. Ouais. Tu te vois dans 10 ans, là, ou 20 ans. Ouais. Ton évolution, quels sont tes projets futurs, etc. Je vais laisser ce lieu. Voilà, j'ai jeté la bouteille à l'eau. Et qu'est-ce que ça t'évoque, l'école Jardin-Forêt? Ah, je trouve ça très sympa. Ouais. Là, faut fédérer. Salut Walter, comment ça va? Bah bien, La forme? comme un samedi matin, avec un beau soleil automnal. Un beau soleil, un bel endroit. Été encore, estival. Ouais. Merci de m'accueillir et d'accueillir l'école Jardin-Forêt. Super. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ouais, moi je suis Wouter Kersch, j'ai un nom impossible, je suis d'origine flamand. Ok. Donc tout le monde m'appelle Wally. Ça fait 15 ans que j'habite dans la campagne profonde au milieu de la France et que j'ai commencé un projet de jardin-forêt pépinière, ici dans la Creuse. Ouais. Et t'es arrivé quand du coup? Il y a 15 ans. Mon fiston avec un an, ouais, il y a 15 ans. Donc 2009, je crois, si je compte bien. Oui, 2009. Ouais. Et justement, est-ce que on pourrait retracer un peu le parcours pour savoir comment tu es arrivé à créer ce lieu? Ouais, bah je viens du monde du paysage, formé comme architecte paysager. J'ai découvert la perma juste avant d'arriver en France, par hasard, en parlant avec une dame qui m'a parlé de Sepp Holzer et Masanobu Fukuoka. Et j'ai écrit ça sur mes mains. Toi, pendant un mariage, on avait bu un coup, elle me parlait de ça. Toi, fan de jardinage, j'ai dit, tu connais pas? J'ai dit non. Et donc j'ai acheté les 2 bouquins et bim, j'étais vendu. Donc je suis formé comme paysagiste classique, assez classique. Hein. Ouais. Donc j'ai fait des aménagements de jardin, conception, entretien, jusqu'à désherber des pavés avec du Roundup, quoi. Donc je viens de ce monde-là et je découvre ça. Je dis wow, c'est quoi ce truc? Et donc on largue tout en Belgique, on arrive dans la campagne française et je teste tout, tu vois, des buts avec des pelleteuses, des buts gigantesques. Je suis entré avec une pelleteuse de 3,5 tonnes dans un vieux potager, quelle connerie. J'ai eu tous les animaux que vous pouvez penser. J'ai eu des cochons, des vaches, voilà. J'ai commencé à planter de partout. J'ai rénové des maisons, voilà, en même temps, tout ça, accueilli des jeunes en dérive, boum, boum, boum. On s'épuise sur le premier projet, première ferme, on la vend et on trouve celle-là. Et on est là depuis, ça va faire 12 ans là. On est là depuis, j'ai décidé, je dis je vais retourner à mon métier, je vais garder un axe, et on va monter une pépinière. D'accord. Et pour resituer, donc on est dans la Creuse, c'est un endroit assez vert. 9 habitants par kilomètre carré. Ouais. Avec la Lozère, c'est le département le moins peuplé de la France. Quoi. Ouais. Et beaucoup de nature, quoi, du coup, beaucoup de végétation. Premier voisin, il y a 1 kilomètre. Ouais. Il y a plus de vaches que des gens. Ouais. Okay. Et ça a conditionné ton choix de t'installer ici? Oui, absolument. Ouais. Oui, absolument. C'était autant pour la famille, donc pour faire grandir les enfants dans un tel milieu, biotope, biome, voilà. peu importe comment on l'appelle. Maintenant, ils sont en battement d'aile, donc ils vont vers la ville, ce qui est normal à leur âge. Mais ils nous ont remercié déjà plusieurs fois d'avoir grandi ici. Et pour moi, pour pouvoir jouer, d'avoir de l'espace. Et aussi financier, c'est le foncier, hein, quelque part. Ouais.
On n'avait pas un grand budget, mais je voulais quand même une ferme avec des terres. Ouais, avec voilà. beaucoup d'espace. Et donc la Creuse permet ça, quoi. Il y a 7 hectares ici, tu me C'est me ça. disais. Et en termes de climat, on est comment ici C'est un vrai climat tempéré continental, quoi. On n'a plus des grandes gelées et neiges, ça c'est fini un peu. Ah ouais? Parce que là, moi, j'ai quand même le recul de 15 ans. Tu sens une différence? Ouais. Les premiers hivers, on est arrivé, on part de moins 17, moins 20, des tuyaux qui explosent, le système de chauffage pète, voilà. Ça, on n'a plus. L'hiver passé, on a eu du moins 7. Okay. On a eu une journée de neige, beaucoup de pluie. Donc là, beaucoup de pluie ou pas du tout. On est sur un sol avec une roche-mère granitique, donc légèrement acide. Et ici, on est sur argilo-limoneux. Donc super sol profond. Je suis sur un plateau ici, un grand plateau. Il y avait quoi avant? Élevage. Élevage. C'est vraiment une terre de verger et d'élevage. C'est D'accord. une terre d'arbres et de bocage, paysage de bocage. Et donc il y a élevage. C'est une super terre pour les vaches, quoi. Et les chèvres. Ouais. Et les moutons. Il y a beaucoup de vaches ici. Ouais. Ok, trop bien. En zone USDA, du coup, ça a un peu évolué. Le climat évolue avec le temps. C'est ce que je me dis aussi. Ça veut dire que les zones ont tendance à évoluer aussi. Ouais, je vais pas mettre. Et la végétation aussi, du coup, ce que tu la adaptes. Végétation aussi. Je suis un peu revenu des tests farfelus que je faisais au début, tu vois, de vouloir tout intégrer. Mhm. Une fois qu'on a compris que le citronnier que Zep avait en montagne était un citronnier épineux, on s'est dit bref, c'était pas un yuzu, quoi. Même greffé sur un citronnier épineux, ça reste. Ouais, je reviens de plus en plus vers la sagesse paysanne, tu vois, où on va chercher la bonne variété de la pomme, de la prune. Mais le figuier, c'est cool, tu vois. Pau, ça pousse bien, mais bref, avant que ça produise, on a des poils grises, quoi. Okay. Mais donc les intégrations ou adaptations d'espèces vraiment méditerranéennes sont pour moi une déception dans cette zone climatique. Tu vois, ce grenadier, tu vois, agrumes, c'est trop humide, quoi. Même dans des zones protégées, hein, on a des petits microclimats créés par... Il y a beaucoup d'eau ici. Pardon ? Il y a beaucoup d'eau en termes de précipitations. Ouais, donc hydromorphie en hiver. Allez, bref, alors qu'il y a des endroits où on manque d'eau, ici il y en a trop. Il y en a trop et parfois l'été il n'y a plus rien du tout, quoi. Okay. Pendant 8 semaines, 2 mois, t'as pas une goutte. Enfin, pas cet été, mais ni l'été d'avant. Donc non, moi je reviens à à l'ancien, quoi. L'ancien. Donc la bonne prune, la bonne pomme, la bonne poire, bon coin. Ok. Et ouais, donc tu disais aussi que tu es quelqu'un qui aime bien toucher à tout dans la vie, c'est ça? Ouais. Même trop, des fois, tu fais trop de trucs et... Ouais. On est un peu pareil, je pense. Ils disent que j'ai des fourmis dans la culotte. Voilà. Mais je me calme maintenant, j'ai 45, donc je commence à me calmer un peu, mais les 10 dernières années, même à la folie, quoi. Ouais, mais du coup, tu as pas mal d'expérience, tu as pu voir un peu ce qui marche pas. Ouais. C'est l'avantage, quoi. Ok, donc le déclic, ça a été des rencontres avec des pionniers un peu de la permaculture. Absolument, ouais. Tu as lu leurs livres, leurs trucs, et tu t'es dit, je me lance, quoi. Il n'y a pas eu d'autres Non, après j'ai rencontré les porteurs de la perma en France, quoi. De Franck Natier, pour moi, ça reste quelqu'un qui a une vraie approche scientifique, étude. J'ai rencontré l'équipe de Permaculture Design, ici Maria Sperring, qui n'est pas très connue dans les réseaux, mais qui a quand même beaucoup de recul. Et en fait, c'est eux qui m'ont poussé à ce moment-là, il y a 12 ans. Hein. Il y a 12 ans, ils m'ont dit, mais allez, vas-y, go. J'avais déjà une collection de comestibles un peu farfelus. Il n'y avait pas vraiment... Donc ça a commencé par la frustration. Je voulais un jardin-forêt, mais qui fournit en fait. Ouais. Et de cette frustration est venue l'idée. Et en rencontrant ces gens-là, ils m'ont dit, mais go, vas-y, fonce. Il en faut. Et donc c'est de là qu'a démarré le projet, sans regret, avec des erreurs, hein, des hauts et des bas. Ouais. Mais c'est sans regret dans sa totalité, quoi. Si je rétrospective de 12 ans ici... Ouais, il n'y a pas de regret. Tu aurais fait des choses différemment, peut-être? Ah oui, aujourd'hui, je ferais tout différemment. Et ce serait quoi, du coup? Déjà, la conception du lieu, je prendrais beaucoup plus de temps. L'implantation du jardin-forêt, je prendrais beaucoup plus de temps et je l'appellerais plus jardin-forêt.
D'accord. J'irais beaucoup plus vers un système agroforestier professionnel organisé. La pépinière, je me concentrerai de plus en plus sur une gamme très petite, mais ça c'est inhérent à l'humain quand on démarre un projet et on veut casser notre croûte, c'est de vouloir tout faire pour finir à ne rien faire en fait. C'est de se disperser dans ou la gamme végétale ou plein d'activités. Tu vois, oh là, je veux faire de la pépinière, je veux faire des gîtes, je veux faire des formations, je veux faire des designs chez les gens. Et au final, tu t'épuises. Parce que tu ne peux pas être partout. Ouais, ta limite, c'est toi, ton corps et ton temps. Mm. Sauf si tu le démultiplies avec d'autres gens. Mais ça encore, c'est une autre discussion. C'est encore une autre discussion et une autre découverte. Donc en fait, tu es limité par ton temps. Donc il faut vraiment chercher, creuser à ce qui te passionne le plus pour garder cet axe, un peu comme le voilier, quoi, garder le cap. Voilà, ça c'est en général, hein, ce sont les choses que je ferais différemment. Ok. Parce que tu es arrivé du coup avec une gamme végétale, tu disais, donc avec beaucoup de diversité d'espèces. Ouais, c'est dommage justement... que j'ai pas filmé ça, quoi. Ouais. Ah oui, j'ai encore un vieux film de journalistes belges qui sont passés il y a 10 ans, que on venait de planter. Mais c'était mémorable, quoi. J'avais une grosse remorque, voilà, vache. Tout en pot. Ok. Tout entretenu depuis 2-3 ans en pot. Tu as la collectionnite aiguë, comme on dit dans le jargon. Je l'avais. Maintenant, tu t'es calmé. Ouais. Parce que justement, on en vient, c'est là où je voulais en venir, c'est cette diversité. Pour moi, ça fait partie des principes du jardin-forêt, c'est beaucoup de diversité. Ouais. Et justement, comment toi, tu définirais ce jardin-forêt ou quelle serait ta définition du jardin-forêt? Collection botanique avec un axe principal vers la nourriture. Jardin, forêt, donc tu as l'aspect sauvage, forestier, multi-étagé, mais c'est surtout une collection botanique. On ne peut pas prôner et aller vers le milieu professionnel, de dire ouais, on va faire un jardin forêt, ça va être génial, vous allez casser votre croûte, vous allez pouvoir amener les gens en saison de récolte et ça va être top, tu vas produire à bloc, il faut qu'on arrête ça. Pour moi, ça ne l'est pas, quoi. Ça, c'est l'agroforesterie ou les vergers multi-étagés. Et encore, il faut faire attention à ce qu'on met. Donc pour moi, c'est jardin, c'est axé famille, autonomie nourricière, collection botanique, sauvage, biodiversité. Dès qu'on tend vers de la production agricole, il faut réfléchir différemment sur la conception. Si on est moins sur un bordel sauvage, quoi. Si on veut vraiment nourrir des gens, il faut qu'on arrête de prôner le jardin-forêt comme un système à haute production. Pour moi, ça ne l'est pas, en fait. Et la syntropie, justement, ça te parle? Ouais, la syntropie, elle va peut-être vers ce monde agricole de production? Non. Non plus? On va vers la même conclusion dans 10 ans. On va vers la même conclusion parce qu'en fait, ça vient des tropiques, donc on est en train d'intégrer des espèces très dangereuses. Très dangereuses qu'on met en chop and drop. Toi, va une fois parler avec un agriculteur qui produit de la bouffe pour casser sa croûte. Honnêtement, je ne les vois pas se lever chaque matin avec la machette dans un climat tempéré, quoi. Ça, c'est une réalité au niveau du temps et de l'espace-temps qu'on a pour produire afin de pouvoir casser notre croûte. Moi, je ne le vois pas. La gradation, le système de la gradation, donc d'intégrer énormément de biomasse, de faire du chop and drop, de poser et de très vite aggrader son sol, oui. Mais si on enlève cette systématique, en fait, on va très vite retourner au taux d'humus d'avant. Et on est en train d'intégrer des espèces style Palovnia qu'on soude. Pour moi, c'est la combi avec les légumes, c'est impossible. On va regretter, on va pleurer même. Et donc elle est jeune, elle est dynamique, c'est top. Je comprends l'essor comme la perma a eu. Mais j'ai un peu peur qu'on va vers la même conclusion. On va retourner aux vieux paysans là, de 95 ans qui ont toujours travaillé la terre et on va les écouter, on va se poser un peu et on va les écouter et on va dire oh ouais, ok, waouh. Ça c'est ma conclusion, toi, après 15 ans d'essai et de... Parce que pour expliquer un peu aux gens, la syntropie, ça vient des tropiques, des zones tropicales, et donc les plantes réagissent pas tout à fait pareil. Ça pousse beaucoup plus vite déjà là-bas. Ouais, et on n'a pas de moussa en fait. Donc là, un des éléments principaux pour aggrader le sol, c'est le bananier. C'est une graminée incroyable qui se décompose très vite, qui fait énormément de masse, qui a un système racinaire qui n'est pas agressif. Et donc un bananier dans les tropiques, ça monte très vite à 2 mètres, ça fait des gros troncs pleins d'eau. Ça se coupe facilement à la machette et
moi j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qu'on a ici qui remplace ça? Pour moi, des miscantes, non. Le palovnia, non, faut pas y aller. Consoude, honnêtement, il y a même les rongeurs qui déplacent les bouts de racines, quoi. Donc, on les retrouve partout. Le Polonia, qu'est-ce qu'il a en fait? Il est trop... Parce qu'il pousse vite, il pourrait... Ouais, il pousse très vite et son système racinaire, c'est un peu comme la consoude. Une fois qu'il est installé, il est très très agressif. Okay. Il est en train de casser une terrasse avec une fondation en béton armé et pierre naturelle. Okay. On va en retrouver partout, pareil. Okay. Et pour expliquer ta problématique par rapport à la production de fruits, parce que tu produis aussi du fruit, ouais. C'est quoi la problématique par rapport à la vente L'organisation, hein. Okay. C'est vraiment la rigueur, parce que de nouveau, dans un jardin-forêt, une collection botanique, on va être confronté aux propriétaires avec S qui connaissent le jardin, qui disent « Ouais, là, j'ai la belle fille de la Creuse, là, j'ai la rainette d'Amboul. » Quand on arrive avec des gens pour récolter, on ne peut pas expliquer ça. Et on ne peut pas donner un plan, oui, numéro 34, c'est là-bas, dans l'allée 6, tac, 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 tac. Donc le temps, il est très important, l'efficacité, si on veut tendre vers des milieux professionnels. Donc pour moi, c'est plutôt de regrouper les mêmes variétés qui sont mûres au même moment. Et pareil pour la vente sur place? Si on peut imaginer que les gens peuvent venir cueillir sur place. J'ai essayé. C'est la même problématique? Il y a deux problématiques ici. Donc c'est vraiment lié à l'endroit où on habite. Dans la Creuse, tout le monde a des jardins. Donc ils ne sont pas intéressés dans ce qui est classique. Ouais. Ils ont des vergers, ils ont des fruitiers. Ou sinon, il y a le voisin qui a un fruitier qui ne récolte pas de pommes. Ça, c'est la première problématique. Et la deuxième, c'est la désorganisation d'une collection botanique. C'est la même chose. Même un particulier qui a soi-disant le temps va... Ah oui, là, il y a des framboises. Ah oui, là, il y a une pomme là. Ouais, et puis il n'a pas forcément la connaissance aussi de quoi se mange, etc. Et il se jette dans les haies fruitières où tu viens de planter des... Ah, ma collection d'oignons de Katowice. Ok, ouais, donc il y a tout un accompagnement à faire derrière. Ouais. C'est ce que Stéphane Zobkowiak a dit. Lui, il faisait ses journées didactiques obligées. Pour pouvoir faire de la cueillette à la ferme, c'était obligé. D'expliquer. Mais donc, j'ai visité son jardin, par exemple. D'accord. Et donc, il préconise le trio, mais c'est très très bien organisé. Donc, on va vraiment regrouper les pommiers poires qui sont mûrs au même moment. Et ça, c'est toute une autre démarche. Ouais. Tu as aussi l'effet temps de récolte, à quel moment, etc. Ouais. Ok. Et souvent, on me dit permaculture, jardin-forêt, on confond un peu les deux. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer, toi qui as baigné là-dedans, la permaculture et la permaculture comme méthode de design, donc de s'appuyer sur les systèmes naturels. Donc le jardin-forêt, en fait, s'appuie là-dessus, dans le sens où on va combiner le plus de strates végétales ensemble. On va chercher des synergies végétales, si on veut aller dans les mots cool et sexy. Des synergies végétales comme existent dans la nature. Ce qu'on voit dans un climat tempéré, c'est qu'il y a beaucoup moins cette cohabitation de plantes grimpantes, de plantes parasitaires, ce qu'on a en climat tropical, ce qui est incroyable, quoi. Les bromélias dans les coins de... Ici, on a les gui. Mais il y a beaucoup plus de cohabitation des strates végétales dans les tropiques qu'en climat tempéré. Mais donc ça, c'est l'idée, en fait. C'est l'idée de s'appuyer sur la nature et de créer un maximum de cohabitation végétale pour derrière... attirer un maximum de biodiversité animale et autres. Donc la permaculture à la base est une méthodologie de conception, de concevoir, en s'appuyant sur des systèmes naturels. Et ça s'est élargi, quoi. Et ça s'est élargi. Le jardin-forêt est un des résultats des concepts qui sort de cette méthodologie pour moi. D'accord. Ok. Et les deux sont liés. Les deux sont liés. Ouais. Mais on ne peut pas dire que le jardin-forêt a une méthodologie de conception, mais utilisons la perma comme méthodologie de conception pour créer notre jardin-forêt. Comment tu sélectionnes les plantes dans ta pépinière? Tu as un peu répondu, du coup tu retournes un peu au classique entre guillemets, mais tu vas peut-être chercher quand même des variétés là-dedans, des variétés de pommes anciennes, etc. Peut-être. Ouais, là on va, et encore on change, en fait j'échange avec d'autres acteurs, actrices, et encore on va changer, donc
Ce qu'on a aujourd'hui, on aura peut-être plus dans 2-3 ans. Donc on continue de tester, de voir, d'observer. Ça prend un temps fou. C'est ça, le végétal, ça prend un temps fou, quoi. Avant qu'on a le recul de savoir qu'est-ce qui résiste, qu'est-ce qui produit bien, qu'est-ce qui a la bonne peau douce, qu'est-ce qui a des sucres chaque année, qui n'a pas de production alternée. Et on est tous dans notre coin en train de chercher. Et sur ce, il y a cette sagesse existe. Ouais. Le travail d'Evelyne Le Terme, elle est énorme aussi. Et c'est énorme, mais bref, faut aller chercher Evelyne et s'appuyer sur ce qu'elle a encore. Comme, Si elle nous écoute, peut-être si elle veut bien partager ses connaissances. Elle le fait, hein, elle le fait absolument. Et on a les croqueurs des pommes, des assos comme ça. Ici à Neuvy, dans l'Indre, on a une association pomologie. Ils ont des reculs énormes, donc il faut s'appuyer sur eux. Et donc, on revient à la même chose, ce sont des personnes 60 plus qui ont jardiné toute leur vie. Mais donc, il y a un facteur temps qu'il faut prendre en compte, quoi. Ouais, absolument. Ouais. C'est ça que des fois on peut se dire, on n'y pense pas forcément, on se lance. Ouais. Mais bon, là, les plantes ont besoin de temps pour... Ouais. Et si on revient peut-être au jardin-forêt, quel conseil tu donnerais pour installer un jardin-forêt? Donc toi, tu es parti sur des haies fruitières. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner? Donc on a compris peut-être se calmer sur la consoude et sur les paulownias. Et les fixateurs d'azote aussi. Hein. Ouais, par rapport à ça justement. Oui, c'est de mettre beaucoup plus de fruitiers, bien organisés ensemble, et de faire des sortes de zones sauvages en ligne. Moi, je planterai encore toujours en ligne. Ça, pour moi, ça reste... Pour faciliter les récoltes. Et entretien au début, et après. Okay. Après. Et accès à la lumière. Toi, dans le sud-sud, dans le Var, moi je réfléchirais d'orienter est-ouest quand même, pour avoir des zones ombragées. Et ici, voilà, dans nos zones, je planterais toujours nord-sud pour avoir un accès optimisé à la lumière. Ouais. Et vraiment l'organisation, parce qu'au début, quand je plantais dans des cercles et des ovales et des spirales. Des belles formes vues de haut, ça fait très joli. Mais ouais, ça fait très joli, mais c'est une galère absolue pour l'entretien. Ouais. Toi, si on veut entretenir à la faux, même à la faux, la ligne droite, c'est beaucoup plus agréable que le cercle. J'ai vu des cercles comme ça agricoles là, non? Il n'y a pas des champs comme ça où ils font tout en cercle en fait? Ouais. T'as jamais vu ça? Ouais. Je sais pas pourquoi exactement. Dans le Sahara, ils font des demi-lunes. Ouais, ça, c'est pour attirer la lumière, toi. L'eau, pardon. Ouais. Pour stocker l'eau. Il y a des choses qui existent. Et toi, par rapport à tes origines, où tu étais avant, il y avait ce genre de concept Surtout d'où je viens, le nord, c'est les vergers à haute tige. Hein. Vraiment les vergers à haute tige avec les moutons en dessous ou les volailles. Ça, c'est vraiment classique. Quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de production de fruitiers en haute tige dans le nord. Pays-Bas, Belgique, nord de la France. C'est vraiment la culture de la double greffe à 2,10 m. La greffe en tête, pour moi, vient de là-bas. Quoi. Et aujourd'hui, on va encore toujours vraiment les hautes tiges, si on en cherche, on les trouve là-bas. Quoi. Parce qu'en Hollande, j'ai l'impression qu'ils ont investi pas mal ils parlent de Food Forest. Ils ont une fondation d'ailleurs, Food Forest Fondation. Donc ils se lancent pas mal dans ce concept-là. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'y aller encore, mais c'est prévu là, au printemps prochain, ils font un consortium sur les jardins forêts là. Là, les Hollandais, ça c'est typiquement les Hollandais, ils voient un potentiel économique, ce qui est vraiment l'esprit mercantile des Hollandais est très intéressante. C'est une raison pourquoi on trouve du Heineken partout au monde. Comme Belge, je ne peux pas dire que c'est de la bière, mais ça sort de leur esprit mercantile. Ouais. Et ce n'est pas négatif pour moi. Et donc c'est très bien parce que en fait, le Nord a besoin de cette biodiversité. Hein. Attention, ils ont tout rasé dans les années 80. Ils ont donné des subventions pour raser les vergers et les fossés avec les saules en tétard. Donc ils ont besoin. C'est un bon mouvement. Après, faut qu'on réfléchisse bien. Est-ce qu'on veut des systèmes professionnels pour nourrir le monde ou est-ce qu'on veut des jardins collection botanique dans laquelle on se balade et on sort avec une bouche rouge parce qu'on a mangé pendant la balade. Tu vois, pour moi, c'est deux mondes différents. Ils ont aussi installé des très grands vergers de pawpaw. Ça, c'est intéressant, en variété greffée, tu vois, qui vont donner dans 12 ans. Mais ça, c'est intéressant, quoi. Des hectares et des hectares de pawpaw.
Oui, puis ça veut dire consommer différemment, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas ce fruit, la zimine. Ouais. Donc ça demande aussi aux gens d'acheter ça alors qu'ils ne connaissent pas, donc il faut rééduquer un peu les gens. Donc il y en a quelques-uns, ils ont goûté, ils ont dit quoi, c'est quoi ce truc? Ouais, ça peut rapporter des sous. Allez, il me faut 15 hectares. Allez, 15 hectares, bluff. Après, il faut les vendre. Ouais. Et après, dans 7 ans, 12 ans, on va commencer à avoir des... Et ça, il faut se transformer et vendre très vite, quoi. C'est un fruit qui pourrit assez vite. Quelle espèce tu recommanderais du coup à implanter en haie fruitière ou déjà à implanter sur ton sol? Donc tu as dit argilo-limoneux. Ouais. Bah, première chose, c'est de regarder chez le voisin et chez les vergers, Okay. ce qui pousse bien. Okay. Moi, je ferais ça. Observer, regarder autour observer de rétrograde là-dessus. Donc le classique d'abord. En eau de production, donc de lister ce que ma famille aime manger, de mettre ça, et après on agrade avec des trucs farfelus. Okay. Tu disais comment installer un jardin-forêt, moi j'irais d'abord dans les porte-greffes, donc si on a ce savoir-faire, et si on a beaucoup d'espace et on veut le faire avec un petit budget, c'est d'installer des porte-greffes, de les observer un an, de greffer dessus. Ça pour moi, c'est la méthodologie, la meilleure méthodologie. Greffer en terre, quoi. Ouais. Ou on les achète et on les implante, ou on les sème directement. Et là, on est dans le sous-monde. Mais donc, ça veut dire suivi de semis de plantes ligneuses, protection, observation, machin, entretien, etc. Philippe Boudias, il a fait ça en Auvergne, en fait. Ça, c'était son principe. Et si tu regardes son jardin aujourd'hui, il est un peu vieux que le nôtre, mais les essences ont aucun choc de transplantation, système racinaire intact. Donc, il a des fruitiers incroyables qui ont 15 ans. Quoi, qui sont... Ça permet quoi, en fait? Ça permet de voir si le porte-greffe, comment il se porte. Ouais. S'il se porte mal, on laisse tomber. On le vire, mais s'il se porte bien, en fait, son système racinaire, on ne va plus le toucher. Il va pousser, on greffe dessus, donc on profite de sa croissance déjà en amont. Et voilà quoi, on est sûr que donc déjà mon porte-greffe il est en bon état, ça n'a pas coûté cher. Ouais. On va chercher la variété dans le verger à côté, où le papy il va nous dire mais ça donne chaque année, ma fille, ça c'est une pomme, elle se conserve pendant 6 mois, c'est ça qu'on veut. Et puis il va te le donner presque. Elle va te le donner, elle va venir greffer parce qu'il va être content. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et après, on intègre, surtout on commence avec des haies, on va intégrer des espèces diversifiées, on va créer des haies très diversifiées, et c'est là qu'on va mettre les aronis et les argousiers, voilà, des choses farfelues. Okay. Et après, on cherche la combi avec les animaux. Une fois que les arbres ont poussé, on va chercher une combinaison avec des animaux si on veut, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça, ce sont des choix qui sont délicats. Ouais. Tu vois, les ânes. Parce que c'est une autre gestion, ça encore. Ouais, c'est une autre gestion. C'est pas la même, ça fonctionne pas pareil. Mais c'est pour ça que les poules sont cool, quoi. Mais il faut pas les mettre la première année quand tu as semé tes porte-greffes. D'accord, faut attendre un peu que tout le système soit installé. Ça gratte, c'est bête. Ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Les herbacées, même les jeunes. Toi, tu as des animaux ici, du coup? Ah, j'ai eu, on a tout eu. Maintenant, on a des Shropshire. Je sais pas si on va les voir. C'est des moutons, des grands moutons pédigrés anglais. Ouais. Donc j'ai eu pendant 15 ans des Wessans, j'ai vendu tout mon troupeau. Les Wessans, ça entretenait tout. Faut jamais les laisser dans le verger parce qu'ils mangent d'abord l'écorce, après l'herbe. Okay. Et donc je me suis dit, ouais, le Shropshire, ça ne mange pas l'écorce, c'est utilisé dans les vergers en Angleterre. Et donc je vire mes chers Wessans, j'en pleure encore, et j'achète donc des Shropshire qui coûtent $1 million par bête, avec des papiers, tout le bazar. Donc on est éleveur de Shropshire maintenant. Okay. Ça ne mange pas l'écorce, ça c'est vrai. Mais ça a une laine super épaisse et en fait, il faut les mettre dans l'étable le soir parce qu'ils ne vont pas rentrer quand ça pleut et quand ça neige et tout ça. Il faut les mettre dedans. Et donc sous la laine, il y a de la vie qui s'installe, de la biodiversité. Donc c'est très vulnérable, ce sont des espèces pédigrées assez vulnérables qui demandent beaucoup de soins, beaucoup d'observations, Et mes Wessans... j'ai jamais rien fait, quoi. Juste là, on les tendait et on les caressait, c'était tout. Ouais. Et la laine, tu peux faire quelque chose peut-être ou pas forcément? Ouais, la laine, on a enterré dans des buts, etc. On a cherché des gens. Les Wessans étaient frustrés, mais avec la laine de Shropshire, oui, on peut travailler. Ok, super. Donc voilà, les animaux, y aller avec parcimonie, petit à petit, quoi. Pas de suite, quoi.
Ouais, ils viennent dans un milieu sauvage, ils viennent tous seuls, les chevreuils, et on ne les veut Oui, pas nécessairement. ouais, quoi. tu dois en avoir beaucoup ici, Ouais, hein. c'est Sanglier, ça. chevreuil. Et d'abord, ils bouffent les apex, c'est sympa. Hein. Ouais. Ils font la taille, quoi. Il faut des bonnes protections au début. Ouais. Clôturer, en fait. Ok, trop bien. Et si on y vient maintenant un peu à la pépinière, qui est quand même le gros de ton activité. Ouais. L'idéal, c'était de créer un jardin-forêt donc sur la totalité des terres et d'utiliser ça comme support didactique, formation à la ferme, tout ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça a fait, cette pépinière va vendre des plantes, c'était secondaire en fait. C'était juste casser la croûte, mais en fait ça a pris un essor. Il y a beaucoup de demandes. Ouais, la pépinière, elle nous a amené. Elle nous a amené le jardin-forêt. On fera ça plus tard. et aujourd'hui, on en est là, quoi. Donc, si on se balade là-bas, il y a un paquet de ronces et un paquet d'amour à donner au jardin. Ça, c'est la chance qu'on a avec les espèces ligneuses. On peut les oublier pendant 7 ans, on peut revenir dessus et ça va encore donner des fruits. C'est cool, quoi. Ah ouais, ça fait le taf, quoi. Les herbacées, oublions. Les légumes vivaces fines, ils ne sont plus là. Ouais. Et donc voilà, ce projet a pris un essor. Tu t'es formé comment, du coup? En faisant. Paysagiste avant? Mon père, il a toujours fait des petites boutures à la maison. Hein. On a toujours des plantes, des petits systèmes d'arrosage. Mon père, il cultivait un peu les plantes. Il achetait aussi en micro-plants qui rempotaient. Donc j'ai toujours connu ce monde. Donc il y a quand même, je suis arrivé avec un certain savoir-faire d'antan. Et après, on apprend en faisant. Trial and error, comme disent les Anglais. Okay. La bonne petite claque. Se tromper, faire des erreurs. Elle t'oblige à réagir vite, quoi. Et donc, il y a eu beaucoup de demandes aussi liées au jardin-forêt, justement, demande de beaucoup de variétés. Ouais, quelque part, on était au début de ce projet et 3 ans plus tard, en fait, ça a pris un essor. Et là, aujourd'hui, on parle encore de l'époque Covid où tout le monde était à la maison. Donc, c'est en vogue et ça reste en vogue. Okay. Et donc, maintenant, on voit, je suis aussi un peu à la base de ça, on voit démarrer plein de projets de pépinières. Hein. Petite pépinière familiale, originale, avec, qui axe sur cette gamme-là. Et donc, moi, j'en forme aussi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu formes et tu accompagnes aussi des projets. Ouais, c'est ça. J'accompagne des projets et il y a aussi des personnes qui font pas avec nous. Hein. Donc c'est parce que ce mouvement est en vogue. La pépinière est en plein essor et les maraîchers qui travaillent la terre de façon très dure, nous on le fait aussi. Mais la grande différence, c'est que la carotte, quand on la vend pas au marché, on la mange, on la donne à notre âne, nos chèvres, ou quand elle est pourrie, on la jette. L'arbre fruitier, on la sort de la terre, on ne la vend pas, on peut la reconditionner et on peut la vendre l'année prochaine. Il y a une très grande différence là-dedans. Et si on réfléchit à l'exponentielle de ça, de la production, année par année, on dépense beaucoup moins d'énergie quand on travaille avec les ligneux qu'avec les herbacées annuelles. Et pour moi, ça, c'est la magie de la pépinière, quoi. Il y a beaucoup d'énergie au début. Ouais. Pour tout installer, et au bout d'un certain nombre d'années, c'est plus simple à... Là, combien de temps? On peut aller s'il y a des gens qui veulent, mais je peux vous vendre des pommiers de 12 ans. Wow. Mais il faut une machine, quoi. Et une mode grillagée, une grosse remorque, mais je le fais et on la transplante parfaitement. Dans 10 ans, dans des arbres de 20 ans, mais ça se fait aussi. Hein. Mais ça, c'est encore une autre logistique. Et tu as des demandes par rapport à ça ou... Non, c'est pas ce public-là, il n'est pas intéressé du tout et c'est normal, hein, c'est logique parce qu'il faut planter des jeunes plants, hein, pour moi. Ouais. Il faut aller vraiment le porte-greffe le plus jeune possible, l'arbre fruitier, vraiment planter des sillons. Hein. Plantez pas des grands arbres sur tige où, voilà, ils ont 6 ans, 7 ans avant qu'ils arrivent chez vous. Jeunes, des petits coucous. Parce que c'est une pépinière qui est réfléchie avec la permaculture, justement. Ouais, la conception du lieu dans sa totalité. Le lieu, ouais. Elle fait avec la forêt nourricière, avec Franck. Quel petit conseil tu pourrais donner, ou quel conseil tu pourrais donner à ces gens qui veulent se lancer en pépinière? Il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Donc les prérequis sont la bonne parcelle, plate, terre profonde, de l'eau et de l'électricité. Ça, ce sont les 3 prérequis. Et on n'a pas besoin d'un diplôme, sauf si on veut des sous. Voilà, là, on a tout dit. En fait, ce sont les questions récurrentes tout le temps. Ah oui, si on veut des financements. Voilà. D'accord. Autre conseil, donc une conception qui est liée à comment je veux vendre. On parle d'une pépinière où on veut casser notre croûte. Il y a une grande différence avec la pépinière. Je veux
produire du végétal pour mon jardin. Aggrader mon jardin. Ouais, ça, c'est les micro-pépinières que ceux qui ont des jardins forêts peuvent installer, qui est nécessaire, je pense, pour pouvoir multiplier ces plants, etc. Absolument, parce que sinon, si on a des grands terrains, financièrement, c'est incroyable. Mais pour le côté professionnel, on est obligé de parler business, rentabilité, etc. quoi. Voilà, et donc là, on a deux axes, plusieurs axes. Comment je veux commercialiser? Donc là, on se pose une question dans notre zone 0,0. Hein. Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que je suis quelqu'un qui est très social, qui aime papoter, donc j'adorerais les marchés, ou je veux rester chez moi, mais j'adorerais le concept de 1 journée, 2 jours par semaine accueillir la ferme? Ou est-ce que je suis geek et je vais me faire des sites et des machins et je vais envoyer en ligne? Donc là, déjà, il y a des univers mais qui sont complètement différents. Et donc la gamme qui est liée à cet univers commercial est déjà complètement différente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, ça sélectionne des variétés que tu vas multiplier, quoi. Variété, conditionnement, la présentation de la plante. Est-ce que je vends en professionnel particulier? Donc là, il y a déjà... Donc là, je peux parler de ça pendant des heures. Ouais. Bon, on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là parce que ça, c'est vraiment pour. Donc ça, c'est la base. Moi, ce qui peut m'intéresser pas mal, c'est on va dire, micro-pépinières pour ceux qui ont des jardins forêts. Ouais. Tu vois, quel conseil tu pourrais donner pour multiplier ces plants facilement ou peut-être certaines plantes qui sont faciles à multiplier. D'installer donc tout ce qui est graines pour tout ce qui est ligneux, ça prend du temps. Ouais. Donc les arbres, ça prend du temps. Donc moi, j'irais plutôt chercher à acheter des graines des arbres ou à chercher à récolter sur des sujets qui sont déjà un peu plus âgés. D'installer des pépinières à greffons. Donc de regrouper des variétés de fruitiers que je veux démultiplier chez moi, qui sont exceptionnels si on veut vraiment produire beaucoup. Donc c'est des arbres fruitiers qu'on va couper en tétards et qui vont faire plein de jeunes pousses, donc ils vont créer plein de jeunes greffons. Donc ça, c'est vraiment une méthode où on va regrouper des fruitiers pour avoir énormément de greffons. D'avoir des bacs à semis pour quand on presse des jus ou quand il y a d'autres qui pressent des jus, d'aller chercher le marc de pomme, de le laver et de semer ce qui reste comme pépins. Ok. Pour des porte-greffes? Ouais, pour des porte-greffes. Ça, c'est vraiment très très efficace. Et d'installer des marcotières. Des marcotières pour des espèces comme des noisetiers, par exemple. C'est le meilleur exemple, ou des rubus ribes. Des marcotières où on va travailler avec des buses en plastique ou des tuyaux en plastique, des très grands tuyaux. On va les recéper au printemps, ils poussent, on met le tuyau dessus à 40 cm, 40-50. Une fois qu'il dépasse ça, on remplit de terre. Et en fait, dans la buse, elles vont créer des racines. Ah ouais, d'accord. Okay. Et ce qui est aussi très intéressant sont les tables à marée ou les petits systèmes en aquaponie pour faire des boutures et des semis. Ouais. Voilà. Ça, pour moi, ça c'est vraiment les 4-5 méthodes pour faire exploser sa production du végétal. Bon, trop bien. Et justement, là, ces systèmes aquaponiques, je veux dire, pour moi, c'est nouveau. Hein. Je connais l'aquaponie, mais c'est vrai qu'il y a du potentiel, du coup, en termes de multiplication végétale. Absolument. Et on est qu'au début, donc ça aussi, ça vient d'Australie. Hein. Et donc l'aquaponie, ça vient de l'hydroponie. La différence, c'est que l'aquaponie, on va travailler avec les poissons, donc donc on va amender de façon naturelle, et l'hydroponie, on va rajouter des choses, l'humain intervient. Donc l'aquaponie, ce sont des cycles fermés, autonomes. Et ce qu'on a, nous, de la sabloponie, c'est qu'en fait, on va pas avoir des réserves d'eau avec des dispositifs en polystyrène où ça flotte. Ou après, ils ont aussi fait avec des galets de rivière, ce matériel-là, parce que ça marche très bien aussi. Ouais. Et après, on est allé encore plus loin, on s'approche au plus possible de la structure de la Terre, et c'est le sable. Le sable qui a pas un grand lessivage des éléments. Déjà, il y a juste du minéral. Hein. Justement, en termes d'engrais, comment tu mets de l'engrais dedans du coup? Ouais, ça c'est les poissons en fait. Ah oui, c'est le poisson, oui. C'est les poissons. Donc si on mettrait du terreau dans des bacs et on laisse couler l'eau dans des bacs aquaponiques, en fait, on aura un lessivage de l'humus tout le temps. Et donc le sable a cette habitude, est construit pour avoir des effluents d'eau, et c'est super à travailler en fait. Trop bien. Et donc quand on met un sarment dedans, un bout de bois pour faire des boutures, ça s'enfonce facilement. En fait, le sable, il est juste autour du sarment. On peut régler une humidité parfaite. Donc c'est sable de rivière, hein, pas sable de plage avec des sels. Ou pas de sable amassonné, quoi. Ouais, voilà, absolument.
Et donc, ce sont des systèmes qui sont intéressants. Et maintenant, j'ai des apprenants, des collègues, des futurs collègues qui sont en train de tester avec de la vermiculite, du chanvre, Ah tu ouais. vois, avec d'autres qui sont plus légers. Ok. Donc voilà, dans les années à venir, on aura du recul Ouais. Ouais. là-dessus, quoi. Trop bien. Et ouais, parce que du coup, ça fait des économies d'eau aussi. Énorme. Donc Énorme. ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est énorme pour... ça dépend. Chez nous, c'est dans la serre, donc l'été, en fait, on a un peu plus d'évaporation, mais il faut voir que le sable retient l'eau avec une... C'est un élément qui est incroyable. Et donc, pour la quantité de bouture ou les volumes qu'on utilise, on utilise très, très, très peu d'eau. Donc, en plein été, on va être sur quoi? 1 mètre cube par mois, 1000 litres sur donc 2 tables de 12 mètres, sur 25 mètres carrés de... 25 mètres carrés de table à bouturer. C'est rien. Ouais, comparé à VS, quand tu arroses les pots. Bah oui, la première année, quand on avait des grands tout, asperceurs, on était sur 6000 litres, 5000 litres par jour. Ah, donc c'est un gros... Par jour. Hein. Ah ouais. Donc c'est des sacrées économies. Ouais. Quoi. Aujourd'hui, avec les tables à marée, on sera sur 2 mètres cubes et encore, on doit les récupérer en fait. Ça, c'est encore une autre discussion. Ok. Et pour revenir donc aux petites micro-pépinières chez soi, là, pour un peu d'hormones de bouture, rage? Ouais, absolument. Ouais. Naturel, jeune pousse de ronce, saule, haute saule, absolument. Tortillon, je sais pas si ça s'appelle tortillon. Les crottes de vers de terre. Ah, mélangées. Pas tubercules, mais ouais. Il y a un nom pour ça. Et on peut peut-être, un truc comme ça. Ouais, on peut mettre un bout de bois ou une tôle au sol, quoi, pour les récolter plus facilement. Et ça, c'est une hormone, ça? Ouais, c'est plein d'oxyne et on le mélange à l'eau de saule. Et en fait, Trop comme bien. ça, on peut obtenir une pâte qui est plus pâteuse, moins eau. Et comme ça colle mieux à la bouture. Okay. Légèrement blessé pour des bois durs, légèrement blessé le bois. Oui, absolument. Tout ce qui aide. Ok. Super, merci pour les conseils. Est-ce qu'on pourrait parler un peu stratégie de développement, comment tu as développé la pépinière et comment tu pourrais donner des conseils pour que les gens puissent se développer? Ah oui, dans ce sens-là. Financièrement. Pas super clair ma question. Mais... Oui, je comprends. Hein. Je comprends, j'essaie de... Parce que toi, tu as pas mal de recul, tu as fait plein de choses, tu as mis en place une formation en ligne. Ouais, plusieurs même. Ouais, la première chose, c'est de créer une communauté en fait. Ok. Si je peux donner un conseil qui est clair et précis, ça serait ça. C'est la création d'une communauté autour de son projet. Les outils en ligne sont incroyables aujourd'hui et s'améliorent encore. N'ayez pas trop peur de l'IA, c'est fait par l'humain pour le moment. Avant qu'on aura des robots qui vont cueillir des pommes. Il y en a qui le font, mais il n'y a que des pommiers. Mais avant que ça va être une visite avec 20 robots dans votre jardin forêt, on n'y est pas, quoi. Ouais, puis on peut le voir comme un outil finalement. Ouais, c'est un outil fait par les humains pour optimiser certaines choses. Hein, voilà. Mais c'est pour qui je veux créer un projet commercial. Il faut vraiment se poser la question, quel type de personne je vais créer quelque chose. Est-ce que je veux tendre vers des professionnels, vers des particuliers, vers des jeunes, vers des personnes plus âgées, des quarantenaires? Et c'est là qu'on va pouvoir définir comment on va communiquer, créer notre projet, communiquer autour et sur quel chenal on va se mettre pour communiquer. C'est vrai que moi, je vois sur ces projets, souvent les jardins forêts, ils ont une micro-pépinière, donc qui leur permet aussi peut-être de vendre un peu de plantes. Ils font aussi des visites, des formations sur leur site. Ouais. Pourquoi pas de la restauration aussi. Ouais, des gîtes, voilà, c'est ce que tu disais. La gastronomie botanique, allez-y les gars. Ouais. Ça c'est une niche par exemple, si vous êtes fin dans la cuisine. Et surtout quand il y a beaucoup de diversité végétale, mais du coup de goût aussi, donc il y a des opportunités aussi à faire. Il y a des trucs qui sont parfois pas très bons, mais avec un peu de magie gastronomique. Voilà. Ça demande à faire appel au chef. On va en recevoir aussi sur la plateforme, ça serait cool. Ouais. Qui nous fassent des bons petits plats, parce que c'est un autre métier encore ça. Ouais, ça c'est un autre métier, mais donc là t'as la pépite, t'as sorti la pépite en fait. J'ai sorti la pépite. Ah bah oui, la pépite commerciale, c'est de combiner des jardins abondants, multi-étagés, parce que là on peut aller dans le sauvage. Donc là au niveau composition végétale, on peut se lâcher complet.
Et donc on combine une balade botanique, gustative, avec un repas derrière, dans un environnement enchantant. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux parler de tes programmes de formation, des gens que tu as accompagnés, des exemples? Ah bah il y en a qui se déploient en ligne, hein. Il y en a qui me dépassent même. Ça c'est génial de voir ça. Parce que c'est osé quand même de dire montez votre pépinière. C'est très osé, tu te crées de la concurrence, quoi. Ouais, absolument. Absolument, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de haters aussi, hein, des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Ouais. C'est rigolo ça. Comment tu vis justement parce que tu as quand même un certain succès, quoi. Au début ça fait très mal, ça fait très mal. Il faut aussi apprendre à vivre avec ça. Tu peux pas satisfaire tout le monde, quoi. Non. Et donc dès qu'on va sortir la tête, on va avoir des gens qui vont essayer de t'attaquer. Ça c'est, ils essayent. Mais donc c'était quoi la question? On va revenir à par rapport aux formations, aux gens que tu accompagnes, tu as eu des retours, restons sur le positif peut-être. Oui, absolument. Oui. Donc il y a des personnes qui se déploient vraiment à grand succès et qui gardent un cap très niché, très spécialisé. Et je suis ravi en fait de voir. Le plus connu aujourd'hui c'est Corentin, Corentin de Arbuste Fruitier, qui est vraiment qui est passé donc par chez toi, il s'est formé chez toi. Ouais, c'est un des premiers des accompagnements pro. C'est le deuxième ou le troisième, ouais. Et qui est un jeune homme plein d'énergie et qui se déploie en fait, avec splendeur. Donc ça c'est très bien. Après j'ai d'autres, je sais pas, il y en a qui veulent pas que j'en parle, il y en a qui veulent que j'en parle. Il y a Equivégétal aussi qui a un très bel exemple d'une pépinière qui va se déployer, mais dans la niche des équins, dans le monde francophone, je dis direct, qui est demandé déjà pour faire des conférences, qui a trouvé des collaborations pour des installations de paddock. Donc là, on est sur des très grands projets à grand succès. Il y a plein de petits projets aussi trop mignons, avec des ventes sur Le Bon Coin, qui cartonnent, quoi. Mais il n'y a pas, c'est pas, en fait, le public à la base, c'est reconversion. Beaucoup de personnes qui viennent de la fonction publique. Et donc qui veulent une reconversion vers un métier avec plus de sens. Sauf que l'éducation nationale, ça devrait être un métier avec du sens, mais ils ne trouvent pas le sens là-dedans, c'est dommage. Mais c'est surtout à l'État de penser à quoi faire. Et donc en fait, il y a une discrépance entre ces deux mondes. Donc il faut les amener tout doucement à créer un projet qui est proche de ce qu'ils savent faire, le savoir-faire, et de les amener vers quelque chose qu'ils peuvent porter. Parce que, juste pour te donner un exemple, j'ai très 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 souvent, et je vais dire 7 sur 10, je vais te donner un profil, une dame 50 ans, fonction publique, je ne vais pas aller plus loin que ça, fonction publique, qui veut monter une pépinière de reboisement en végétal local. Et donc là, on parle d'une culture en pleine terre, semis, stratification de semis, travail de la terre machinale, grande surface pour casser sa croûte, parce que finalement, ton petit érable champêtre que tu as semé, il va finir à 50 centimes pour les professionnels, pour les particuliers à 1,50 €, 2,50 € peut-être. Avant qu'on casse la croûte, parce qu'on vient du fonction publique, donc pendant toute sa vie, on a eu 2005 par mois. Pour arriver, et ça, pour unifier ces deux mondes-là, ça c'est mon travail en fait. D'accord. C'est de trouver la synergie entre ce souhait et cette discrépance absolue en fait. Voilà, là j'ai synthétisé. Magnifique. Ouais. Comment tu te vois dans 10 ans là, ou 20 ans? Ton évolution, quels sont tes projets futurs, etc. Je vais laisser ce lieu. Voilà. J'ai jeté la bouteille à l'eau. Je vais quitter ce lieu, je vais quitter le projet de la pépinière, je vais le laisser à d'autres personnes. Parce que je commence à me réaliser, c'est quelque chose que je n'ai pas réalisé il y a 10 ans. Il faut de l'énergie, c'est grand. C'est grand. 7 hectares, c'est grand. Ouais. C'est grand, c'est vraiment grand. Et ce lieu, en fait, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout le savoir-faire qu'on a autour des collectifs, ici, il faut installer un collectif, en fait.
Donc il faut sortir de la société agricole et aller vers des scopes, un projet collectif. Ici, il y a 3 couples, 3 familles qui peuvent vivre sur le lieu. Et de créer avec ce lieu, de créer un lieu collectif. Moi, ce n'est pas ce que j'envisage. Ce que j'envisage aujourd'hui, pour moi, dans 10 ans, 55, c'est un petit jardin, max demi-hectare, entre 2000 et 5000 mètres carrés, dans un climat un peu plus doux, plus de soleil, à faire un jardin méga optimisé. Avec toute l'expérience que tu as eue maintenant. La perle, la perle, où il y a vraiment de la récolte et il y a très peu de travail. Donc je vois tout le travail qu'il y a en amont, toute la conception, l'installation, le jardin parfait. Et ma vie, elle va tourner autour de ça. Toujours dans la vente de pépinières, etc. Non, même plus l'activité de pépinière. D'accord. Je sais pas ce que je vais faire comme activité, mais je crois que je vais accompagner, transmettre. Ça me fait vibrer. T'axer plus sur la transmission. Ça me fait vraiment vibrer. J'avoue que j'adore faire des films, etc. aussi. Donc si je peux m'améliorer là-dedans, il y a un axe, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Ouais, dans la transmission. Ouais. Et comment tu vois l'évolution des jardins forêts? Est-ce que tu penses que c'est une mode et que au final tout le monde... Ou est-ce que tu penses qu'il y en aura partout et que ça sera essentiel? J'espère qu'il y en aura partout. Ouais, absolument. Il y en aura partout. Faut juste faire très attention entre le monde famille, autonomie nourricière et le monde professionnel. C'est 2 mondes différents. Mais j'espère qu'il y en aura partout, vraiment. Ouais. Il faut qu'on plante, en fait. S'il y a un conseil à donner aux futures générations, c'est que toutes les réponses pour les problématiques actuelles sont dans l'arbre. L'arbre est l'axe central pour... Est-ce qu'on peut encore changer? Est-ce qu'on peut encore retourner à avant? Non, mais si on veut faire un acte qui a vraiment du sens, le plus grand acte qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de planter des arbres. Ouais, puis en soi, c'est pas tellement compliqué, quoi. Tu fais un trou, tu plantes. Et tout le monde peut le faire. Voilà, bien sûr, faut le suivre un peu même ton fiston, le beau petit bout de chou, il peut assister à la plantation. Ouais, et puis ils adorent ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu mets les petits là-dedans. Et c'est pas l'achat d'une voiture électrique qui est le grand changement, c'est la plantation des arbres. Ouais, et puis changer petit à petit, justement, ce paradigme de passer le vrai luxe, finalement. C'est pas planter des arbres, se nourrir sainement, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le vrai changement. Ouais, et de faire du compost dans les villes. Voilà, c'est des petites actions, mais qui ont tellement d'impact. Ok. Bref. Quelle serait ta plante préférée, si tu en as une? En climat tempéré? Avec toutes ces années là, est-ce que tu as un lien particulier avec une plante, une espèce, une famille de plantes? Ouais, les ficus, quoi. Ouais. Les ficus dans sa globalité. Donc c'est les figuiers, tout ça? Figuiers principalement, pour ce qu'on connaît. Les maurus aussi, mûriers en arbre, sont incroyables. Les manguiers, mais là ça pousse pas ici. Ouais. Et j'ai un faible pour les palmiers, mais bref. Ici on a le trachycarpus, quoi, mais on s'arrête là. Hein. Ouais. Et on a tout ce qui est un peu tropical, c'est inhérent à l'humain, donc on veut ce qu'on n'a pas. Et tu as beaucoup voyagé justement? Ouais, j'ai déjà voyagé. C'est ça qui t'a inspiré à créer tout ça aussi, peut-être un peu Ouais, absolument. Ouais, pour avoir une famille, etc., j'ai vu et de la misère et de belles choses. Et j'ai toujours vu qu'autour des jardins abondants, qu'il y avait toujours des gens assez heureux. Tu vois, il y avait toujours une sorte d'abondance, d'épanouissement d'humain, quoi. Okay. Est-ce que tu as un livre, une musique, une œuvre d'art inspirée qui a inspiré ton travail, quoi que tu voudrais partager à la communauté, une œuvre? Ce travail ici, ouais. J'ai déjà mentionné, pour moi, le bouquin de Sepp Holzer. Les bouquins de Sepp Holzer sont à absolument lire. Okay. Après, Fukuoka aussi, absolument. Martin Crawford. Ça reste ta... Et s'il y a un livre, mais c'est hors de perma, jardin, forêt, tout ça, c'est La Vache pourpre de Seth Godin. Ça, c'est vraiment un livre. Quand j'ai lu ça, j'ai dit faut arrêter de copier-coller ce que les autres font. Et ce livre, il t'amène dans cette réflexion, c'est d'être le lion blanc ou la vache pourpre. Toi, quand on passe des champs de vaches, au début, quand on n'a jamais vu une vache, on va s'arrêter. Mais après, c'est juste des vaches. Mais mets une fois une vache pourpre dans un troupeau, tu vas faire... Tu vas t'arrêter, tu vas dire, c'est quoi ce truc?
Et donc c'est ça, c'est toute cette réflexion de faire quelque chose qui est propre à toi et unique. Arrêter de se comparer aux autres. Et de faire CTRL-C, CTRL-V. Ce qui est un peu inhérent. Ouais. Ouais. Surtout dans le cadre des jardins, quand tu plantes des choses, bah, ton sol est complètement différent, où que tu sois sur la terre. Ouais, jardin ou projet commercial. Ou projet, ouais. Bah, tout en fait. Ouais, c'est ça. Créer des choses uniques, soyez le lion blanc, le canard noir, la vache pourpre. Trop bien. Et qu'est-ce que ça t'évoque, l'école jardin-forêt? Ah, je trouve ça très sympa. Ouais, là, faut fédérer. Faut fédérer sans les jugements. Donc, on a toujours le PFH qui va jouer quelque part. Donc, je crois que ça va être un challenge pour toi. Facteur humain. Ouais, le facteur humain de fédérer les gens dans la gaieté, dans la bonne humeur, dans l'apprentissage, dans le partage. Ouais. Et je crois que ton challenge est là et le projet, je trouve super. Allez-y, faut qu'on partage. Faut qu'on partage nos savoir-faire, nos erreurs, nos réussites et qu'on les accueille aussi, tu vois, qu'on accueille les erreurs des autres et les réussites des autres pour en apprendre nous-mêmes. Un mot pour les générations futures, je finis souvent comme ça. Ouais, j'ai déjà dit, hein. Ouais. J'ai déjà dit, ouais, planter des arbres. Planter des arbres, ouais, partir de l'arbre. C'est l'acte le plus noble et avec le plus grand effet qu'il y a, quoi. Planter les arbres et si vous voulez aller plus loin, pensez d'abord à où le planter, mais on plante. Faut que vous en plantez plein, quoi. Ok, planter tes arbres, magnifique. Ok, bah écoute, merci beaucoup Walter. Et puis à une prochaine fois. Avec plaisir. Ciao. Ciao.